Nous y voilà. Donc bonjour tout le monde. Je suis Jean, je suis le directeur général de la Fédération Histoire Québec. Si on ne s'était pas encore rencontré, mais je vois beaucoup de têtes familières. C'est un plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. On devrait être près de 40 ce soir, si tout le monde arrive à se connecter sans problème. Et on lance aujourd'hui notre année scolaire de formation. Donc des outils, des boîtes à outils, des formations, des vidéos, des accompagnements collectifs ou individuels qu'on met en place pour que nos membres puissent bonifier leurs pratiques, avoir le plus grand plaisir à faire de l'histoire avec la même excellence qu'on vous connaît, la même rigueur, la même efficacité. Ce soir, la formation va être donnée par Philippe Leforst, un nom qui vous est peut-être familier si vous nous suivez depuis plusieurs mois, plusieurs années. Philippe était avec nous l'été 2024 pour nous aider à développer des programmes pour les jeunes publics, scolaires, parascolaires, familles, ce qui a donné lieu à une boîte à outils et une formation qui sont aussi disponibles à la réécoute. C'est un des avantages qu'on fait en bonifiant nos formations. Ainsi que à la rentrée 2024, une formation spécialement en archéologie, puisque c'est le domaine d'études de Philippe. Comme Monsieur Lefort est encore aux études et en plein dans les exigences de rigueur de sa démarche d'analyse des archives et des sources, on a pensé à lui pour lui commander commander cette nouvelle formation qui va poser les bases d'une démarche scientifique rigoureuse. Donc, comment bien citer les sources, comment prendre, s'il le faut, des distances avec les sources historiques qui sont parfois lacunaires ou incomplètes ou biaisées. Tous ces aspects qui vont faire en sorte que quand vous-même allez produire une recherche à partir de ces sources premières ou secondaires, vous allez avoir une valeur ajoutée qui est celle de la rigueur qu'on espère vous avez déjà et vous allez, on l'espère encore, avoir encore plus à la fin de cette rencontre. Donc la rencontre est enregistrée. Je pense que Philippe en a pour un 45 minutes, 50 minutes. Et puis il y a une période de questions à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage où je ramasserai tout ça pour les poser à Philippe ou bien à lever la main quand il sera temps de conclure. Philippe, la parole est à toi. Merci Jean. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis content de donner cette présentation-là à vous ce soir. Donc, cette présentation-là va être relativement accessible à tous, donc aux gens avec plus d'expérience ou qui débutent, qui font leur premier pas dans la recherche. Donc, ça se veut vraiment un peu sans prétention, puis une présentation qui va être vraiment très initiatique, très justement aussi très global. Donc, ça se peut que je passe vite sur certains éléments, mais donc à la fin de cette présentation-là, je vous ai laissé des ressources pour que vous puissiez justement vous-même, en fait, faire vos propres, continuer à faire vos pas, donc à partir de cette première démarche-là. Donc, le programme du jour, ça va être de vous, vous indiquer comment définir, organiser une recherche, repérer, lire et analyser les sources, citer vos sources, ce qui est très important, et donc rédiger aussi un texte de valeur scientifique. Puis à la fin, comme je vous ai dit, vous, euh, je vais vous montrer des ressources complémentaires. Puis ces ressources-là, en fait, ils vont être disponibles en lien cliquable quand la présentation va vous être envoyée. Quand on commence en fait le processus de création d'une recherche, on doit utiliser ce qu'on appelle souvent en recherche la technique de l'entonnoir. Donc, en fait, c'est de choisir déjà, de déterminer de base un sujet qui nous intéresse pour notre recherche, puis vraiment de trouver quelque chose de relativement large, puis essayer justement de vraiment tout le temps préciser ce sujet-là pour, en fait, à la fin, formuler justement une question de recherche qui va être plus précise, puis qui va être beaucoup plus, je dirais, qui va avoir en fait un fil conducteur, donc qui va pouvoir vous permettre de suivre une certaine logique dans l'élaboration de votre recherche. Pour le choix d'un sujet, une des premières choses qu'il faut faire, c'est se demander, est-ce que ma recherche a déjà été faite? Ben, mon idée de recherche, est-ce que ça a déjà été mené? Puis en fait, surtout, quelle lacune est-ce que cette recherche-là doit combler? Donc, c'est très important justement d'essayer de déjà faire un premier tour de ce qui a été fait dans la recherche pour un certain thème d'intérêt, puis de vérifier, OK, est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui ont déjà traité d'un sujet semblable? Puis aussi, qu'est-ce que ça apporterait dans une perspective justement de l'accroissement des connaissances historiques d'étudier ce sujet-là.
J'ai un sujet fictif que je vais vous présenter, que je vous présente un petit peu dans les prochaines diapositives, juste pour que vous compreniez un peu les différentes étapes du processus d'entonnoir, donc de précision d'une recherche. Donc, mon thème ici fictif, ce serait l'agriculture en Outaouais au 19e siècle. Mhm. Donc, après ça, une fois qu'on a choisi un thème qui nous intéresse, c'est important donc de se tourner vers un angle précis de ce thème-là afin justement de ne pas avoir un sujet trop générique, trop général et qui est donc trop large. Donc, c'est important justement de cibler quelque chose en particulier qui nous intéresse pour cette recherche-là. Donc, par exemple, ici, ça serait les agricultrices du sud de l'Outaouais au dernier quart du 19e siècle. Donc, j'imagine que vous voyez un peu qu'on progresse, puis justement, on essaie de cibler quelque chose de plus circonscrit, qui va être plus facile à étudier, moins large, puis qui va être aussi justement plus logique, puis donc, plus accessible pour, mettons, une seule recherche ou un seul ouvrage. Donc, c'est notre qui, quoi, où, quand qui va Mhm. être encore plus précis. Ensuite, étape très importante de la recherche, c'est vraiment de formuler la question de recherche, aussi appelée parfois problématique. Donc, ça va vraiment être l'étape où on va avoir notre angle qui va encore plus se raffiner afin qu'on puisse vraiment avoir justement une question qu'on va essayer de répondre tout au long de notre recherche. Puis cette question-là, en fait, c'est important qu'elle se réponde pas par oui et par non, évidemment. Donc, ça doit être une question qui a une réponse complexe, puis qui doit justement permettre, donc, donner un cadre à la recherche, puis en fait, donner quasiment je dirais, donc, un, un contexte, en fait, une raison, un but. C'est vraiment votre but. Le but de cette recherche-là, ça va être de répondre à votre question. Donc là, ici, j'ai encore ma question qui est, je ne sais pas à quel point il y a assez de sources ou à quel point ça a déjà été fait, mais ma question, ce serait, par exemple, comment les agricultrices anglophones ont-elles participé au développement économique du sud de l'Outaouais au dernier quart du 19e siècle? Donc, vous voyez, c'est très, très précis. Puis justement, en fait, ça permet de baliser très bien cette recherche-là, puis d'éviter de se perdre dans plusieurs directions pendant l'élaboration de cette recherche-là. Donc, ça permet vraiment c'est ça, de s'assurer que votre projet de recherche suit un cours logique, puis que tout va vraiment vous permettre de répondre ultimement à cette question. Après avoir créé justement cette question de recherche-là, évidemment, il va y avoir de la recherche documentaire à faire, puis il va avoir les sources. En fait, vous en avez probablement fait même avant d'avoir trouvé cette question-là, mais vous allez aller voir les sources, puis ensuite, l'idéal, c'est de préparer un plan de rédaction, donc de diviser le projet en plusieurs parties structurées que vous allez déjà pouvoir commencer à rentrer. Puis ça vous permet vraiment de tout de suite vous donner une structure rigoureuse, fiable, que vous allez pouvoir utiliser pendant la rédaction de votre projet. Donc, généralement, ce qui est vraiment utilisé souvent, c'est le plan très standard d'introduction, développement, conclusion. Ce plan-là, évidemment, il s'élargit puis il se redécoupe ensuite, donc avec l'intégration d'une question de recherche ou problématique. Puis parfois même, on peut, en histoire, je suis pas certain, mais par exemple, en archéologie, on fait souvent des hypothèses, puis ça permet aussi justement de, de baliser encore plus la recherche. Euh, donc, après ça, on a justement le développement avec les idées principales, les idées secondaires. Donc, ça, j'imagine, vous connaissez quand même ce plan-là. C'est un plan très régulier, qui est très efficace. Puis, c'est ce qui est grosso modo utilisé dans le milieu de la recherche. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple de faire justement une recherche qui va être structurée dès le départ. Une fois que vous avez donc élaboré votre question de recherche, vous avez peut-être commencé à faire un plan. Puis en fait, même pendant que vous faites un plan, c'est important justement aussi de trouver des sources, puis aussi de les comprendre, ces sources-là, et aussi de les critiquer. Donc en fait, le traitement des sources, c'est absolument essentiel en histoire, c'est une grosse partie du travail historique. Puis ça se fait avec une rigueur
qui va vous permettre justement de vraiment percer ce que ces sources-là veulent dire, puis un peu aussi les biais de ces sources-là surtout. Donc, il ne faut pas prendre tout ce que les sources disent, évidemment, euh, tu sais, à la lettre. Ben d'abord, pour chercher des sources, ça, c'est une partie très difficile donc, du processus de recherche parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont derrière donc des murs payants, ce qu'on appelle en anglais des paywalls. Puis ça, c'est quelque chose d'assez difficile euh, pour avoir accès à certaines sources. Mais vous avez quand même des ressources, donc évidemment, il y a une bibliothèque, mais il y a aussi des articles scientifiques en libre accès, pardon, que je vais pouvoir vous donner un lien à la fin de cette présentation-là. Mais grosso modo, c'est quand même difficile. Donc, parfois, vous allez peut-être avoir recours à Wikipédia pour justement trouver des articles, trouver des monographies. Puis en fait, ce que je vous dirais, c'est que c'est un bon point de départ. Puis en fait, dans les dernières années, la qualité euh, des articles de Wikipédia s'est améliorée. Mais ce qui est surtout intéressant, en fait, ce qui est surtout pertinent, puis ce qui est citable, c'est certaines des sources euh, qui sont dans la bibliographie justement d'un article, d'une page Wikipédia. Donc, en lisant ces articles-là, c'est important justement de consulter les sources qui sont inscrites en bas. Puis, dans ces sources-là, justement, de pouvoir savoir distinguer les sources scientifiques et les sources populaires. Donc, là, on parle de sources modernes, évidemment. Donc, les sources scientifiques, ça, on parle d'articles scientifiques, de monographies, de thèses et mémoires. On parle aussi, donc, d'actes de colloques, des fois. Puis, les sources populaires, on va plus parler des blogs, des sites Internet ou tu sais, d'articles de vulgarisation. Ben, vulgarisation, en fait, des fois, ça peut chevaucher les deux, là, ça dépend comment c'est écrit, mais c'est ça. Donc, c'est important justement de se demander en regardant une source, c'est quel type de source, puis en fait, aussi, c'est quoi les sources de ma source. Donc, en fait, ça aussi, c'est pertinent justement de pouvoir euh, vérifier si la personne qui a fait cet article-là de blog, par exemple, a justement utilisé des sources pertinentes. Donc, il y a toujours un peu un travail de regarder ce que les autres ont fait pour vérifier si le travail se tient dans le fond. Ça, c'est important. Une fois que vous avez accumulé des sources, repéré des sources qui sont pertinentes pour votre travail, en fait, il faut comprendre ces sources-là, puis il faut essayer de pouvoir synthétiser euh, ce que ces sources-là disent, surtout si vous allez en avoir beaucoup. Donc, ça, c'est pertinent justement de prendre des notes, de souligner, donc de faire de la lecture qu'on dit active pendant justement qu'on lit ces sources-là pour pas avoir tout le temps à revenir dans les sources, puis donc, euh, je dirais, perdre un peu du temps. Donc, c'est mieux de vraiment d'essayer de comprendre d'avance ce que les sources nous indiquent, puis de repérer les éléments qui sont pertinents, surtout pour le projet de recherche. Vous pouvez aussi donc remplir des fiches de lecture. Des fois, c'est un bon truc pour un peu, je dirais, capter plus rapidement, puis enregistrer ce que les sources nous disent. En ce qui concerne les sources anciennes, c'est important de vraiment de prendre ce qui est dit avec un grain de sel, dépendamment évidemment de l'époque et du contexte dans lequel ça a été écrit. Donc, il faut essayer de se questionner quand on lit un texte, de se demander c'est qui la personne qui a écrit ça? Pourquoi en fait cette personne a écrit ça? C'est quoi le contexte socioculturel dans lequel la personne vivait? Et ça a été écrit donc à quel lieu, à quelle époque? Toutes ces questions-là, en fait, vont nous permettre de mieux cerner c'est quoi les biais de cette source-là pour éviter justement d'accepter tout ce qui est dit dans la source parce que un peu, si on veut, la véracité puis la neutralité scientifique, qui est d'ailleurs quelque chose même aujourd'hui, qui est pas tout le temps très évident à obtenir, c'est pas quelque chose qui était nécessairement très présent donc, dans les sources d'époque. Donc, on écrivait quand même avec un certain biais, avec un certain objectif. Donc, il faut essayer justement de pouvoir cerner c'est quoi
ces biais-là afin de pouvoir un peu plus analyser la source dans une certaine neutralité, donc d'essayer d'enlever, décortiquer ces biais-là pour voir c'est quoi la vérité dans cette source-là. Il faut aussi pouvoir recontextualiser le point de vue de l'auteur dans une perspective de la pluralité des expériences historiques. Donc, ce que c'est la pluralité des expériences historiques, c'est le fait de dire que pour les sources anciennes, ce qu'on écrit n'est pas représentatif de tout ce qui était vécu par les membres de la société. Donc, en fait, euh, par exemple, je pense au Québec, les auteurs dans le passé, dans les années 1800, même au début des années 1900, c'était beaucoup des hommes souvent. Donc, après ça, on a comme un peu une perte de l'expérience vécue, par exemple, par les femmes, mais aussi par d'autres minorités culturelles, par les Autochtones, par d'autres groupes. Donc, en fait, on a une vision très biaisée de cette histoire-là qui est racontée. Donc, c'est important de justement un peu d'avoir du recul puis de vérifier ça, vérifier par exemple cet élément-là, c'est ce que la source me dit, mais en fonction du contexte socioculturel, du contexte historique, ben, on sait que la réalité, c'est aussi ça pour tel groupe. Donc, c'est vraiment le but de cette perspective-là, c'est vraiment justement aussi d'essayer de débiaiser le récit historique tel qu'il était construit. Après avoir justement fait un plan, regardé dans les sources, avoir eu la question de recherche, donc c'est important de citer les sources qu'on a accumulées. Donc, c'est quelque chose de primordial en recherche parce que c'est ce qui assure la traçabilité de l'information. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça montre justement que ce que vous dites, ça vient d'une source fiable, puis que c'est une information justement qui est déjà assise, puis qui est déjà connue, puis que c'est pas quelque chose que, en tant qu'auteur, vous inventez. Donc, toute affirmation que vous écrivez normalement dans un texte historique doit absolument être associée à une référence. Donc, on peut pas justement juste écrire quelque chose sur le passé sans directement lier cette assertion-là à la référence. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Puis évidemment, il y a plusieurs modes de citation. Puis au cours d'un texte, c'est vraiment important de faire preuve de constance dans la façon que vous citez parce que c'est ce qui rend votre recherche plus lisible, plus intelligible pour les lecteurs. Donc, en fait, ça permet vraiment de mieux cadrer la façon que vous présentez ces sources-là. Dans la façon de citer les sources, évidemment, il y a la bibliographie qui est le plus connue, puis qui est un peu la base de référence liée aux sources d'un article, d'une monographie. Puis la bibliographie, évidemment, c'est la compilation des sources employées. Puis, comme je disais un peu, une bonne bibliographie, c'est une bibliographie qui va être structurée, qui va être facile à lire, puis qui va permettre justement de faciliter la tâche à d'autres personnes qui voudraient donc lire votre recherche puis utiliser justement votre recherche ou les sources de votre recherche. Donc, c'est vraiment un peu tout le temps le principe de dire qu'on veut quelque chose de bien structuré pour la pérennité, puis pour que ça soit donc facilement lisible et utilisable. Donc, pour une bibliographie, évidemment, vous savez probablement déjà, c'est peut-être des choses que je répète un peu, que vous connaissez déjà, mais la bibliographie se fait justement dans l'ordre alphabétique, puis on utilise le nom de famille des auteurs pour classer justement de A à Z. Puis, les types de documents vont se citer de façon différente, mais tous les types de documents, normalement, sont cités de façon confondue. Donc, on va citer les articles, les monographies, les thèses, tout ça, ensemble dans la même bibliographie. On ne fait pas de bibliographie séparée normalement. Je ne montrerai pas un style en particulier. Donc, en ce moment, je vous montre peu d'exemples. À la fin, en fait, j'ai fait une bibliographie justement pour cette présentation-là, donc je vais vous la montrer. Mais je ne vous montre pas de style en particulier parce qu'il y en a plusieurs qui existent. Donc ici, j'en ai juste quatre. J'ai Chicago, l'APA, Vancouver et MLA. Mais il y en existe d'autres. Puis
généralement, en fait, d'un milieu à un autre ou même d'une revue à un autre, on prend des styles bibliographiques qui vont être différents. Donc, ça devient un peu mélangeant, justement. Donc, je voulais pas juste vous en montrer un. Puis, je voulais juste vous parler plus de la bibliographie en général. Mais il y a vraiment des styles que vous pouvez apprendre, puis que vous pouvez justement apprendre à maîtriser aussi, qui sont disponibles en ligne. Donc, le site des bibliothèques de l'Université de Montréal, il présente très bien, en fait, comment citer, par exemple, un article, un livre, un site Internet, un site institutionnel. Donc, en fonction des différents sites. Donc, vous allez pouvoir évidemment avoir accès à ces liens-là quand la présentation va être diffusée. Si c'est possible, évidemment, c'est préférable aussi d'apprendre un seul style de citation parce que ça peut devenir assez mélangeant justement de passer d'un style à un autre. Donc, si jamais vous avez la possibilité d'en apprendre un seul, c'est beaucoup plus simple, puis vous allez maîtriser beaucoup plus rapidement donc votre bibliographie. La citation se fait aussi donc dans le texte. Euh, Elle va être citée justement les œuvres, je veux dire, les œuvres utilisées, les ouvrages utilisés vont être cités donc à travers vos phrases au fur et à mesure que vous émettez certaines assertions. Donc, il y a deux modes de citation textuelle. Il y en a une en histoire qui est privilégiée, c'est les notes de bas de page. Mais la méthode auteur-date, c'est une autre façon de citer dans le texte. Puis, c'est son mode plus facile d'ailleurs. Je vais vous montrer les deux, puis après ça, vous pourrez décider un peu ce qui vous convient mieux, ce qui convient mieux aussi dans vos publications. Euh, donc, la méthode auteur-date, en fait, consiste à vraiment citer à l'intérieur d'une phrase, donc l'ouvrage en parenthèse, avec le nom de famille de l'auteur, la date et la page. Donc, vous voyez justement l'effort 2025, puis page 340. Puis la note de votre page qui est, selon moi, un petit peu plus complexe, mais en même temps qui, pour le lecteur, est beaucoup plus facile parce que c'est moins envahissant que la méthode auteur-date. La note de bas de page, ça va vraiment être justement d'écrire le texte puis de mettre la petite note. Puis en bas de page, vous allez citer l'ouvrage. Les deux méthodes se valent selon moi. Ça dépend des milieux. Donc, mais la note de bas de page en histoire, c'est plus utilisé d'habitude. Évidemment, vous pouvez aussi citer des extraits d'une source. Puis pour ça, en fait, les règles sont relativement simples. Pour les citations longues, donc de plus de 3 lignes, ça va être mis en retrait donc de votre bloc de texte principal. Puis pour la citation courte, ça va simplement être limité par des guillemets. Donc vous avez ici un exemple de citation longue, donc en retrait avec évidemment la citation de cette citation-là, justement aussi, donc vraiment mon auteur date puis la page. Même chose avec la citation courte, qui va vraiment être plus dans le corps d'un texte, donc pas en retrait. Parfois, en fait, vous allez être aussi porté à utiliser des illustrations. Donc, ça, c'est très pertinent, évidemment, pour offrir un complément visuel euh, dans votre recherche. Donc, c'est toujours pertinent d'avoir des images. La citation, pardon, l'image aussi, l'illustration, elle aussi doit être citée. Souvent, en fait, elle va être citée directement en dessous de l'illustration, parfois à côté. Puis, aussi, point très important, c'est qu'il est obligatoire d'obtenir les droits de reproduction des images à publier. Donc, ça, c'est quelque chose quand même d'important puis qui n'est pas tout le temps évident. Mais à la fin, je vous ai donné en fait une ressource où vous pouvez un peu vous renseigner euh, sur les droits de reproduction. Donc, c'est le site de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Puis, si je me souviens bien aussi, je crois que la Fédération Histoire Québec avait fait une formation sur les droits d'auteur, mais ça, faudrait vérifier dans les formations accessibles, mais je suis pas mal certain qu'il y a eu quelque chose qui a été fait par la Fédération à ce sujet. C'est en Donc, cours. ça, c'est... C'est ça. Ouais. J'interviens. C'est un travail continu. La difficulté qu'on a, c'est que on a une très bonne pratique de droit d'auteur chez nos membres,
mais pour avoir une formation, c'est des coûts assez exorbitants chez les... Ah, excuse-moi. Mais c'est un sujet qui revient. On essaie d'avoir une formation spécifique pour ça avec quelqu'un qui vient du milieu du patrimoine, de l'histoire, parce que c'est plus pertinent. Les prochaines formations, notamment en novembre, les médias sociaux, et puis en janvier, l'intelligence artificielle, on Hmm. va aborder tout ça par la bande. Donc, c'est un sujet, un serpent de mer, comme on dit, mais on y revient à chaque formation quasiment. Par Ah, la... désolé, Jean, j'avais pas trop bien compris. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, bref, les droits de reproduction des images sont très importants. Puis, il y a aussi toute une façon de citer les images. Puis, ça, je vais vous laisser explorer ça parce que je pourrais passer une formation complète juste sur la citation. Puis, on veut couvrir un sujet un peu plus large. Donc, c'est pour ça que je ne m'attendrai pas trop longtemps à ça. Mais si vous avez des questions à la fin de la présentation, n'hésitez pas non plus. Là, on arrive donc, en fait, en ce qui concerne la rédaction. Donc, la rédaction qui est vraiment probablement la partie qui va être la plus longue dans l'élaboration de votre projet de recherche, donc dans la création de votre projet de recherche. Puis, si vous avez, si vous avez déjà planifié et réalisé une bonne structure, préalablement, donc en faisant un plan bien structuré, des notes de recherche, des notes de recherche par rapport à vos sources, puis que vous avez donc des fiches de lecture aussi. Ça devrait être quand même facile de commencer, mais c'est quand même un processus qui peut être long et laborieux. Donc, ça doit être approché selon des méthodes qui vont vous convenir, vous, afin que vous progressiez plus rapidement donc, dans votre projet de recherche. Ça semble se contredire, la prochaine chose que je vais vous dire, mais un bon texte savant, c'est à la fois un texte qui est complexe et un texte qui est concis. Donc, en fait, par concision, ce que je veux dire, c'est d'essayer d'employer des phrases qui vont être courtes, droites au but et généralement donc plus simples. Donc, ce qu'on m'avait déjà dit dans des cours à l'université, c'est qu'une phrase devrait devoir véhiculer une idée. Donc, l'idée, c'est vraiment de se limiter dans la longueur de nos phrases pour que ce soit plus facile, plus accessible pour le lecteur. Par contre, cette concision-là doit être aussi jointe avec un vocabulaire spécialisé qui va vraiment être lié à votre milieu de recherche, à votre sujet de recherche. Donc, c'est important quand même de ne pas utiliser des mots trop simples, puis d'essayer d'utiliser les mots spécifiques, les mots précis pour votre projet de recherche, donc quelque chose qui va être vraiment significatif, puis plus précis et plus donc complexe en un sens. Puis, il faut aussi que votre texte soit cohérent. Puis ça, c'est en utilisant justement un vocabulaire similaire. Des fois, ça peut être bon d'utiliser des synonymes, mais c'est encore mieux à certains moments en recherche justement, d'utiliser des termes constants pour parler d'une seule chose pour éviter justement que le lecteur se perde à travers les synonymes. Donc, parfois, ça peut être bon d'avoir une certaine répétition, pas à outrance, mais quand même d'utiliser des termes de façon répétée pour que ça soit plus logique. Même chose avec les temps de verbe, c'est important d'avoir des temps de verbe qui vont rester constants au long de la recherche. Ça aide justement vraiment à rendre le tout plus cohérent. Dans le processus de rédaction, s'inscrit aussi donc la révision et la correction. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait de façon active. Donc, c'est vraiment important de se relire ponctuellement. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui écrit de soir. Donc, par exemple, je vais écrire le soir. Puis, le lendemain, matin ou après-midi, je vais souvent relire ce que j'ai écrit la veille pour essayer de vérifier si c'est encore logique, si ça fait encore du sens, puis si c'est encore cohérent. Donc, ce que j'avais écrit la veille. Donc, c'est vraiment important justement de constamment un peu revenir sur ses pas pour essayer justement d'améliorer nos tournures de phrases puis de rendre notre texte encore plus poli, encore plus soigné, puis d'avoir vraiment un texte qui va être plus intelligible puis plus simple à lire. Donc ça, c'est important.
il y a un retour évidemment aux références qui se fait de façon constante aussi dans le processus de recherche. C'est quelque chose de normal. On écrit, puis finalement, on se rend compte qu'on frappe un peu un mur, puis on, on souhaite justement essayer de surpasser cet obstacle-là. Là. Il faut revenir un peu dans les livres, puis vérifier si une autre source traite de l'information qu'on recherche. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très normal dans le processus de recherche, puis c'est assez constant. Puis c'est important justement aussi de se dire, ah, OK, là, j'ai pas la réponse, donc je vais retourner dans les sources, vérifier si je peux réussir à avoir cette réponse-là. Puis des fois, en fait, la réponse, c'est non. Puis dans ce cas-là, ça se dit aussi dans une recherche que telle question n'avait pas de réponse, mais au moins vous avez fait donc le processus, puis vous pouvez vraiment être sûr que qu'il n'y a pas de source, par exemple, pour répondre à un problème X. Il faut aussi évidemment corriger ses coquilles et ses fautes d'orthographe. Il y a des logiciels pour ça. Le plus connu, c'est Antidote. Malheureusement, c'est pas un logiciel gratuit. Il doit y avoir des logiciels gratuits, mais que je ne connais pas. Mais donc, c'est important vraiment, sinon, juste de se relire puis de vérifier justement si on a fait des coquilles, si aussi on a fait juste des fautes de frappe, deux mots qui se répètent. Donc, un peu toute le- la base un peu dans le traitement de texte. Ça, je pense que tout le monde ici utilise ça, puis c'est vraiment rendu standard, mais je le répète quand même juste pour être sûr, mais c'est important aussi d'utiliser un bon logiciel de traitement de texte. Donc, je pense surtout à Word, parce que Word, en fait, contient vraiment une mise en page très exhaustive avec beaucoup d'outils, donc beaucoup de fonctions. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment intuitif puis qui est assez complet. Donc, généralement, ça vous permet d'avoir justement un texte qui va être plus structuré visuellement. Donc, c'est toujours pertinent pour publier d'avoir un texte qui va structurellement être agréable à lire. Évidemment, comme je disais, la rédaction, ça se fait de façon différente pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui va être très personnel, puis qui va être vécu de façon différente d'une personne à l'autre. Puis, c'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs stratégies qui existent pour s'adapter un peu à la façon de faire qui vous convient le mieux. Je vais juste vous en présenter une très rapidement, qui est la technique Pomodoro, qui est utilisée, par exemple, à l'Université de Montréal, des fois, pour les thèses et mémoires. Il y a des gens qui adhèrent à cette méthode-là. Puis, ça, en fait, ça consiste en fait à diviser le travail et les pauses donc dans grosso modo, des périodes de 50 minutes de rédaction et des 10 minutes de pause, donc pour être plus productif, pour moins procrastiner. Donc, c'est des méthodes un peu comme ça qui existent puis qui permettent de mieux organiser votre travail puis de rendre votre travail plus efficace aussi. Donc, que votre recherche s'écrive mieux. Donc maintenant, je vais en fait vous parler de certaines ressources pertinentes que j'aurai pas le temps d'expliquer en détail, donc je vais vous laisser plus les explorer par vous-même. Mais donc, on a Zotero, qui est un logiciel gratuit qui permet d'ordonner les références puis de créer des bibliographies. C'est un très bon logiciel euh, qui permet vraiment de faciliter la création d'une bibliothèque, si on veut, pour votre recherche. Donc, c'est un bon outil qui est quand même simple à utiliser. Donc, je vous le conseille. Il y a des guides aussi en ligne pour l'utiliser, donc c'est assez bien. Pour tout ce qui est grammaire, lexique, rédaction, il y a le site de l'OQLF aussi qui a des très bonnes pages donc concernant, par exemple, les règles de citation, des règles grammaticales. Donc, c'est vraiment un bon site avec beaucoup de guides aussi, beaucoup de pages différentes qui vont vous aider donc à améliorer votre français, l'utilisation de certains termes, puis de certaines méthodes aussi donc en rédaction. Ça, vous connaissez probablement, mais c'est le site aussi, il y a le site aussi de la BANQ numérique qui est très pertinent, qui contient des documents anciens, des illustrations. Donc, c'est vraiment des archives numériques, puis c'est vraiment un excellent site aussi pour se lancer en recherche historique. Il y a un site aussi que j'aime beaucoup, qui est le site de la boîte à outils des bibliothèques de l'Université de Montréal, qui va vraiment avoir des guides, des capsules vidéo, puis qui va vous permettre d'avoir quand même des bonnes bases d'introduction
à la recherche scientifique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles justement gratuitement sur ce site-là. Beaucoup de ressources externes aussi. Puis un peu même chose, un complément avec une page d'articles en libre accès des services et des bibliothèques et archives de l'Université de Sherbrooke. Donc ça va vraiment être une ressource pertinente pour trouver en fait les différents sites web sur lesquels vous avez accès à des articles en libre accès. Donc, par exemple, il y a un site qui s'appelle Percé qui va avoir des articles gratuits. Il va avoir aussi oh, donc, j'ai un bon de moi, excusez-moi. Mais donc, il y en a plusieurs là-dedans. Puis aussi, j'ai oublié de vous dire, le site de la BNQ numérique, ce qui est très agréable aussi avec ce site-là, c'est que concernant les images, il y a certaines règles de base qui sont écrites donc pour les droits d'auteur de ces images-là. Donc ça, c'est sûr, c'est pas très exhaustif, mais ça vous permet quand même d'avoir une idée un peu de comment ça marche ces droits d'auteur-là. Puis, encore mieux, il y a beaucoup d'images aussi sur le site de la BNQ qui sont en libre accès. Donc, l'image justement que je vous ai montrée il y a quelques diapositives, c'est une image en libre accès. Donc, ça, c'est vraiment des images que vous pouvez publier, donc sans, juste évidemment en citant, mais sans devoir demander des droits d'auteur. Donc, c'est vraiment en accès libre. Donc, ça, c'est très bien aussi. Donc, ici, en fait, c'est la bibliographie de de cette présentation-là. Donc, justement, je l'ai ordonné en ordre alphabétique des auteurs. Des fois, en fait, quand c'est des auteurs institutionnels, comme vous voyez en haut, donc je dis vraiment donc, que c'est la Bibliothèque et Archives nationales du Québec parce que on ne sait pas en fait c'est qui la personne qui a écrit cet article-là, cette page-là. Et après ça, comme vous pouvez voir, je mets la date, puis après ça, je mets le titre donc de la page. Dans ce cas-là, c'est la page titre de l'ABALQ numérique. Après ça, pour un site web institutionnel, par exemple, on doit répéter l'auteur institutionnel, puis après ça, il y a un lien. Donc, vous voyez un peu le principe. Après ça, j'ai vraiment dans l'ordre alphabétique B, N, O, T, U. Donc, vous allez voir, il y a des règles quand même différentes pour chaque type de, de référence de document qui est référencé, mais ça s'apprend quand même vite. Puis, surtout si vous avez accès à des outils en ligne, ça va relativement bien. Puis même aussi, Zotero, parfois, automatiquement, il va vous permettre de citer une source sans même que vous ayez à y toucher. C'est sûr que, évidemment, c'est mieux après ça de revérifier ce que Zotero a fait pour vous assurer que tout est en ordre, mais c'est quand même un logiciel assez fiable. Donc, ça serait tout pour moi, mais j'imagine que vous allez avoir des questions, donc ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Puis, c'est ça, donc je suis disponible pour les dizaines de prochaines minutes. Oui. Est-ce qu'on a des questions dans le chat ou dans les mains levées? N'hésitez pas à Ben, lever la main ou allumer Daniel, votre... Daniel Fortier, Oui. Société de généalogie de Québec. Deux, trois observations. J'ai été Mhm. surpris que vous avez réussi à faire votre présentation sans parler d'intelligence artificielle. Ah, Personnellement, je l'ai essayé, puis j'ai eu un complexe. Avec l'intelligence, c'est quand on pose une question factuelle, là, mhm, on ne pose pas des questions sans réponse, là. Mais quand vous posez des questions factuelles, avec Wikipédia, puis avec un peu de jugement critique, vous faites un gros bout de chemin. En tout cas, c'était mon premier point. Mon deuxième point, vous l'avez peut-être oublié comme source, c'est Érudit, mhm, qui mhm, est, je veux dire, si vous voulez avoir toutes les thèses qui ont été mhm, faites au Oui. Québec, pas seulement, ouais, surtout au Québec en français et en anglais, avec Érudit, entre autres pour les thèses, mais aussi pour les articles. Il y a aussi une source que moi je regarde souvent, c'est Edition, que vous avez mhm, aussi beaucoup de textes en français, en anglais, en allemand, et, bon, et le reste. Et vous avez mentionné Percé. mhm, Autre observation, c'est que toute votre présentation a été faite avec en arrière-pensée papier.
Mhm. Je veux dire, quand on pense maintenant à des publications, on pense plus à papier. Je veux dire, la notion de bas de page, ça existe plus quand on fonctionne avec, je veux dire, une diffusion numérique. Puis peut-être mon dernier point, c'est que, bon, ça, je me le dis souvent, c'est que si on écrit pour soi, on publie toujours pour les autres. Ce Mhm. qui fait que, je veux dire, c'est toujours important que quand vous publiez, de se faire relire par quelqu'un, si possible, qui connaît même pas le sujet, puis que savoir si lui, il comprend. Si lui, il comprend pas, votre texte n'est pas bon. Tout Mhm. simple que ça. Mais je reviens sur, vous n'avez pas parlé de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, Une c'est. formation, je vous donne rendez-vous en janvier pour la formation sur ça. D'ailleurs, si vous avez des questions, interrogations précises, encore une fois, j'ai magasiné pendant l'été des formateurs qui venaient avec beaucoup de diplômes et beaucoup de zéros à leur facture. Et la conclusion, c'est que c'est bien mieux que ce soit moi qui la donne parce que j'utilise l'intelligence artificielle pour ma job à la fédération et je voudrais vous faire plutôt un retour d'expérience partie histoire et patrimoine. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions d'ici janvier, des préoccupations particulières, c'est à l'ordre du jour. Ça va l'être aussi dans la formation. Tout est dans tout, comme on dit, dans la formation sur les médias sociaux, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle, oui, artificielle pour alimenter ou bonifier notre pratique des médias sociaux. Je pense que pour connaître un peu Philippe, il est très papier, il est très vieille, j'allais dire vieille France. Il est très vieille méthode. Je pense pas qu'il utilise l'intelligence artificielle lui-même et qu'il est un de ses élèves qui refuse de l'utiliser. C'est à son, à son palmarès aujourd'hui. Mais je vous donne rendez-vous en janvier pour cet aspect-là de l'intelligence artificielle. Euh, ouais, intelligence artificielle. Est-ce que les autres points, oui, érudit, bah érudit, je complète parce qu'il y a des très bonnes sources sur érudit, dont Histoire Québec. Mhm. Effectivement, Philippe, je suis vexé que tu l'oublies, érudit. Et puis, de manière générale, les bases universitaires et G-Star pour compléter, c'est aussi une des très bonnes choses. Moi, j'ai des pratiques les collections documentaires québécoises, mais françaises aussi. Ne vous privez pas des bases européennes, surtout si vous travaillez sur des périodes où les relations France-Québec peuvent être pertinentes. Gallica est mon go-to en termes d'image, en termes de ressources également. Est-ce qu'il y a, il y avait un troisième point de votre question, Philippe? Est-ce que tu te souviens de la question de Monsieur Fortier? La troisième. Donc, il y avait le point de l'intelligence artificielle, il y Mhm. avait le point des articles, puis en fait, oui, la relecture par les pairs, c'est Oui. très important, puis c'est quelque chose justement qui se fait vraiment à l'université, puis que j'ai fait justement pendant la rédaction de mon mémoire de maîtrise. En fait, c'est souvent les gens vont vraiment apporter d'autres angles qui vont être très pertinents, qui vont être complémentaires à votre point de vue, donc c'est toujours pertinent. Des fois, c'est plus difficile de recevoir la critique de nos pairs, mais c'est toujours bienveillant au fond, puis ça vous permet de progresser donc dans dans l'élaboration et la rédaction des projets de recherche. Donc, Ouais. je Ah, je pense que c'est voudrais quelque compléter. chose d'important. Philippe, tu parlais de la traçabilité, et Monsieur Fortier, vous parliez de on écrit pour soi et pour les autres. Euh, ce qui, excusez-moi, je vais avoir une question qui passe. Euh, ce qui, dans les sciences humaines, qu'on appellerait sciences molles, je ne sais pas si c'est une distinction qu'on fait au Québec aussi, sciences dures, sciences molles, euh, y compris celles qui sont faites par les citoyens, et d'autant plus parce qu'elles sont faites par les citoyens avec peut-être un mépris de classe, on doit toujours montrer que ce qui est fait avec rigueur et qu'il y a excusez-moi, passerelles qui peuvent être faites avec les séances dures, y compris la traçabilité et la reproductivité. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait dans la même situation que vous, qui aurait les mêmes sources que vous, pourrait avoir exactement le même résultat puisque vous avez fait le travail de manière très rigoureuse. Ce qui veut dire que il faut que la personne imaginaire qu'on est en train de placer en situation de fantôme à côté de nous à faire le même travail à côté, il faut qu'elle ait exactement le même accès aux sources et donc que les citations que vous donniez soient précises. Par exemple, si vous citez un article de journal,
Ne dites pas le devoir, dites le devoir, telle date, tel jour, telle page, telle date, telle page. Euh, Plus on est précis dans les données qu'on va utiliser, et plus cette rigueur va être démontrable. Je vais donner la main aux questions, Je pardon, suis je suis en train de d'accord. prendre la parole pour tout le monde. Mhm. Cassandra. Cassandra, si on fait beaucoup de recherches, cela peut valoir le coup de s'abonner à une bibliothèque universitaire, je vais parler moins vite, pour obtenir des accès à des bases de données en ligne qui regorgent d'articles et d'études. Un exemple, GStore. Donc, c'était un complément aux différentes Mhm. ressources et aux DigiStore, les différentes bibliothèques, effectivement. S'abonner à une bibliothèque universitaire ou en étant abonné parfois aux bibliothèques municipales ou à la grande bibliothèque ou à la BNQ, vous avez accès derrière un portail d'authentification, voyons, excusez-moi, à plusieurs bases de données qui normalement sont closes. Madame Sylvie Fauché. Je vais rétablir mon micro. Oui, Bonjour. bonjour. Euh, Moi, je suis pas quelqu'un qui est actuellement dans le cadre d'un programme universitaire. Je ne travaille pas pour une société d'histoire, mais je suis une raconteuse de vérité. Mhm, Donc, je fais énormément de recherches historiques, notamment sur mes ancêtres, autant autochtones que canadiens-français. Et ce que j'aime faire, c'est raconter, finalement, trouver des questions et trouver des réponses qui sont pas racontées dans les livres d'histoire ou dans les musées. mhm. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, des grandes perspectives. Ma question, c'est bien beau tout ça. J'ai des textes de produits, etc., mais je trouve difficile de trouver en tant que recherchiste, historienne émergente, artiste émergente, le canal pour extérioriser et apporter au grand public les résultats de mes recherches. Mhm. J'ai l'impression que si on est, à part d'avoir un blog ou quelque chose comme ça m'intéresse pas. Euh, c'est dans quel cadre? Comment je peux amener ça à l'extérieur? T'sais, récemment, j'ai fait un spectacle de 90 minutes publié d'une exposition ici à Prince-Georges, en Colombie-Britannique, sur Marie-Joseph Corriveau, qui s'appelle J'ai mal à mes ancêtres, et qui apporte complètement une nouvelle perspective sur l'histoire de Marie-Joseph. Vous noterez que je l'appelle pas la Corriveau, puis c'est délibéré parce qu'on l'a beaucoup déshumanisé. Mais j'ai d'autres ancêtres aussi dont on n'a jamais parlé comme ça, puis je pense que c'est important d'amener ces perspectives-là. Alors, c'est quoi vos conseils quand on n'est pas inscrit dans une thèse de maîtrise, mais que Mhm. notre travail est tout aussi pertinent et valide et rigoureux pour pouvoir justement amener ça être publié puis être trouvable aussi. Philippe, as-tu Oui, des donc, points à apporter? donc c'est une excellente intervention. Puis c'est ça, je suis tout à fait d'accord que ma présentation était surtout axée vers la recherche plus scientifique. Mais puis c- en fait, mon but, c'était un peu plus de vous indiquer que c'est important d'avoir une rigueur, peu importe quel type de recherche vous faites. Puis Oui, c'est pas nécessaire dans toute publication, dans un article de blog, justement, dans la création d'un projet plus artistique, dans la création d'une activité, d'avoir une citation à chaque phrase ou peu importe. Ça, c'est vraiment plus dans le domaine de la recherche, mais c'est quand même important de pouvoir montrer, en fait, d'où vient l'information, puis en fait, de pouvoir oui, euh, juste pour en fait montrer que OK, voici l'information accessible, puis vous pouvez vous-même aller consulter ça. Mais je suis d'accord que après ça, la recherche académique, c'est tellement une maigre partie de la population qui va en Mhm. profiter, qui va aller, qui va y avoir accès. Donc, au final, c'est pertinent justement pour la publication d'articles, mais quand vous voulez vraiment diffuser cette histoire-là, évidemment, il y a une certaine rigueur qui doit pas prendre le côté, je dirais, mais qui doit être moins vocale, je dirais, moins mise de l'avant afin justement que vous puissiez vraiment garder ce qui est essentiel pour vous par rapport à un fait historique, une époque historique, un personnage historique.
pour avoir vraiment plus la partie intéressante pour le public. Donc, évidemment qu'il faut quand même, euh, c'est ça, se dire qu'on on, justement, on baisse un peu le cran associé à la rigueur méthodique, puis qu'on justement crée une activité qui va être beaucoup plus humaine, qui va beaucoup plus impliquer les gens, mais quand même en gardant un certain euh, traitement des sources, puis une certaine compréhension du passé, mais qui va être moins accessible pour le public, mais que vous allez avoir accès. Puis aussi par rapport à ce que vous disiez au début de votre commentaire, c'est là aussi où l'anthropologie entre en jeu. Puis justement, tout ce que vous avez dit en lien avec justement les voix un peu moins entendues de l'histoire, c'est quelque chose qui se complémente très bien, par exemple, avec la tradition orale, tu sais, par exemple, pour les peuples autochtones, mais aussi la tradition orale, tu sais, des Québécois. Donc, on peut penser aux contes, aux chansons. Donc, toute la culture, en fait, recèle justement des informations très pertinentes qui vont qui vont être complémentaires et qui vont te permettre de justement voir une autre perspective sur l'histoire. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas s'il y a un point que Ben, vous en fait, je vouliez pense que que j'approfondisse davantage. en fait, je pense que je me suis mal fait comprendre parce que je suis une juriste, OK? J'ai pratiqué comme avocate pendant plusieurs années. J'ai énormément de rigueur quand je fais des recherches et des travaux. Donc, c'est pas juste de la tradition orale, là. Tout ce que je fais est rigoureusement documenté, recherché, etc. Et ma question était plutôt comme, ben, comment que j'arrive à trouver ma place, à Mhm. étudier, à être possible en tant que recherchiste, historienne et autrice, qui apporte cette nouvelle perspective-là avec autant de rigueur que mes collègues qui sont en thèse de maîtrise dans le domaine particulier. OK, En dehors des blogs et des trucs comme ça, quelque part, je veux aussi être payé puis être reconnu pour mon travail comme tout le monde. vous êtes au meilleur endroit. La formation de ce soir, c'est vraiment pour apporter un peu de la rigueur universitaire qui est incarnée ce soir par le jeune Philippe Lefort qui est encore dans le jus de ses études. Mais la Fédération Histoire Québec ou d'autres organismes, je pense notamment au CQPV, mais je vais défendre la Fédération Histoire Québec, sont probablement le meilleur canal. La fédération en tant que réseau, pas la fédération elle-même, pas seulement bien sûr. Catherine Odem Madame Odem voyons, excusez-moi, m'a précédé dans la réponse. Vous pouvez publier vos recherches via les revues de société de généalogie, revues d'histoire. S'il y a bien un endroit où la voix citoyenne, les manières innovantes et les manières un peu plus interactives et un peu plus vivantes de faire de l'histoire que celle de l'université ont leur place, c'est les sociétés d'histoire, les sociétés de généalogie, qui vont avoir des bulletins, qui vont avoir des conférences, des visites guidées. En tant que membre de ces sociétés d'histoire-là, vous pourriez tout à fait vous rapprocher. Je vous parlais de la Corriveau, je veux pas me tromper, mais je pense que c'est la Société historique de Lévis qui a remis en qui a littéralement remis à la lumière la cage je l'ai appelé la Corriveau de Marie-Joseph Corriveau, pardon. Il y a un filon très intéressant pour ce que vous proposez dans les sociétés d'histoire qui ont donc des activités à offrir, que ce soit des conférences ou des bulletins. Dans la Fédération Histoire Québec, vous savez, le prochain numéro qui est malheureusement déjà complet, c'est sur le folklore. Qu'attendiez-vous, Madame Fauché? Mais Euh, c'est pas tout fait clair. C'est une vraie personne. oui, oui, C'est justement les ça dans folklore et légendes. Et le puis donc le bulletin et aussi le répertoire des membres qui permet le répertoire des membres et le répertoire des activités et les conférences des membres et le fil d'histoire qui permet d'annoncer ce genre d'activités qui vont aller chercher le grand public plutôt que en complément du public universitaire. Euh, on se parle, Madame Fauché, je veux donner la parole à Nathalie qui a la main levée, mais je pense que vous êtes à la bonne place avec nous à la fédération, puis avec tous les membres qui sont ici présents et qui vont être très intéressés à donner de la voix à vos recherches. Nathalie, tu as baissé la main. Est-ce que c'est... Ben oui, non, non, c'est parce que je pensais que tu me Ok, donnerais la oui. que j'ai baissé la main. Ben merci beaucoup, Philippe, pour cette recherche. Puis, j'avais en fait 3 points. Un Mhm. peu pour faire suite à ce qu'on a dit tantôt, faut pas oublier que des sites qui viennent d'entretien ou d'interviews avec des gens locaux, des gens de la population,
peuvent être des sources Mhm. crédibles, là. Définitivement. OK, puis ça, ben, on le voit beaucoup là, dans le patrimoine oral parce qu'on est obligé je veux dire, de recueillir par des entretiens, des enregistrements. Puis ça, ben, ça reste une source quand même, là, évidemment. Ça dépend toujours comment c'est construit, là. Il faut en avoir plusieurs. En tout cas, il faut les mettre en relation, mais bon, c'est une source. Puis deuxièmement, je voulais que vous me parliez un petit peu plus des temps de verbe, parce que moi, je me rends compte que, ayant travaillé pour une firme en histoire, on écrit au présent. Je ne sais pas comment il s'appelle, ce présent-là du passé, là. Jacques Cartier naît, le tel, Mhm. est pas Oui, est né, et il l'a fait. Puis je le oui. vois souvent chez des amateurs en histoire, c'est pas intégré nécessairement. Est-ce que c'est moderne, ça? Est-ce qu'auparavant, on écrivait vraiment au passé, et puis qu'aujourd'hui, on a modifié pour actualiser toujours comme qu'on soit dans l'action? Est-ce que vous comprenez ma question? Oui, oui, je Oui. comprends votre question. C'est très pertinent. C'est un bon point. Donc, en fait, le présent, je dirais qu'il est utilisé peut-être parce que c'est le temps de verbe le plus facile, donc euh, de tous les temps de verbe. Puis c'est plus facile justement d'écrire au présent j'ai un blanc de mémoire, mais au, Au passé ouais, simple, en évidemment. fait, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui aide à mieux visualiser quand on écrit, puis ça évite justement de tomber dans le passé simple, dans l'imparfait. Donc, je pense que juste de façon technique, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas exactement niveau histoire de la recherche, qu'est-ce qui a Mhm. encouragé les gens justement à utiliser ce temps de verbe-là, mais c'est certainement plus simple d'avoir une cohésion puis une cohérence dans votre texte en utilisant le présent, généralement. Oui, c'est ça. Mais ça, souvent, c'est oublié, puis ça dépend, tu sais, parce que là, on parle du présent, puis des Mhm. fois, il y a comme un genre de passé juste en avant. En tout cas, Ouais. Ouais. c'est là que c'est un peu difficile, là, à un Mhm. moment donné, à intégrer, mais ça, c'est un petit commentaire je vois, des fois, j'ai des stagiaires qui écrivent des textes, puis s'ils viennent pas du milieu de l'histoire, moi, c'est plus en archives qui viennent, fait que là, ils vont écrire il était cordonnier, nanana, Mhm. puis là, je dis né en telle affaire, il est cordonnier, et puis, tu sais, Mhm. je leur montre un peu, puis je me rends compte que c'est difficile à faire parce que on pense quand même que c'est un truc passé qu'on relate, là. Mhm. Mais comme vous avez évoqué les temps de verbe, là, je me disais précision, parce que c'est sûr que tous les temps de verbe, mais en même temps, il y a aussi cette manière-là de s'exprimer aujourd'hui en histoire qui se fait au présent. Puis en fait, pour le lecteur, c'est plus facile. Moi, j'ai remarqué, j'ai comparé des textes. Mhm. Je me disais, quand c'est au présent, curieusement, on suit la progression de l'histoire. C'était de la narration beaucoup plus facilement que si on relate toujours du passé, du passé, du passé, là. Mais je sais pas si... Mhm. En Que tout cas, dit c'est une Véronique, observation. Véronique Desilets de Balaï Monsanthilaire complète. Le présent nous rapproche de l'action, de ce qui se passe, c'est plus vivant. Je pense qu'on est sur dans ma compréhension et dans ma pratique, on est sur une question de sensibilité personnelle. Et un des points de Philippe pour toute la méthodologie, c'est tant que vous vous tenez à votre propre préférence et que la rigueur est là et que vous passez pas du présent historique au passé simple. Il y a un enjeu de génération. Je vois certaines personnes plus âgées qui utilisent beaucoup le passé simple, qui me fait un peu tiquer toujours parce que il y a beaucoup de passé simple irrégulier hein, dans cette langue fabuleuse. Euh, Mhm. mais effectivement, peut-être que pour nos missions de société d'histoire qui veulent faire ce lien entre passé et le présent historique est plus facile, pas forcément rigoureux, mais plus immédiat et plus accessible. Et en archéo, est-ce qu'on utilise le passé historique, le présent historique? On utilise là ça devient compliqué, mais on utilise un mélange de présent historique, de passé, donc à imparfait. Donc, généralement, quand on va parler plus d'action, on va utiliser justement vraiment notre présent. Puis quand on va parler d'une information complémentaire je dirais, qui orbite autour de notre information principale, Mhm. ou si on parle, Mhm. mettons, d'un peuple, comment ce peuple était, on peut utiliser par exemple l'imparfait. Donc, Oui, oui, ça ben va c'est ça, varier, j'ai je dirais. remarqué, on passe d'un à l'autre des fois dans certaines Ouais, circonstances. En tout cas, exact. puis aussi, C'est un la peu plus complexe. bibliographie que vous avez montrée tout à l'heure, c'était quelle méthode, c'était quel style? Oui, donc c'était le style Chicago. Donc,
Moi, OK. c'est lui que j'ai été formé à employer surtout là, à l'université. Puis en histoire, je suis pas certain, mais je pense que c'est un site qui revient quand même fréquemment. Donc, ça, vous y avez accès aussi justement sur le site des bibliothèques de l'Université de Montréal. Donc, comment citer tous les documents. Donc, c'est vraiment accessible. Puis, je tenais aussi en fait à faire un commentaire concernant votre premier point. Donc, concernant je dirais les types de sources. Tout à l'heure, je pense que je me suis mal exprimé. Puis, plutôt que de parler de sources anciennes et de sources donc présentes, j'aurais plutôt dû parler de sources primaires et de sources secondaires. Donc, dans les sources primaires, évidemment, tout le matériel qu'on trouve qui a une pertinence peut être utilisé. En fait, les sources secondaires nous servent surtout à ajouter un certain contexte à ces sources-là, Ouais, puis à compléter. élaborer sur un sujet. Donc en fait, mon but tout à l'heure, c'était pas du tout de dire, ah, il y a des sources scientifiques et bonnes, et donc des sources primaires, populaires, autres, qui sont mauvaises. Tout au contraire, en fait, c'est vraiment juste deux types de Mais de toute façon, tu classification l'as bien qui ont exprimé, des c'était fonctions juste comme différentes. un complément parce que je pense que des fois, justement, quand on veut, tu sais, je sais que, bon, en ethnographie, c'est un peu ça, tu questionnes des gens, puis Mhm. pas des livres. Puis, Mhm. éventuellement, tu y fais une analyse, là, mais je veux dire, faut t'être questionner. Puis ça, ben, c'est une source comme une autre, là, mais je veux dire, c'était juste un complément. Je pense que pour que tu as expliqué des sources écrites, c'était parfait, là. Tu peux pas tout dire en en une demi-heure, hein? Merci beaucoup. Parfait. On a une question de la Société historique de Saint-Anicette qui est peut-être un peu complexe, fait que je vais donner aussi mon point de vue. Et si vous voulez intervenir, ben, j'ai pas le nom, je suis navré. Quelles sont les lois, obligations légales concernant la citation des sources? On voit plein de textes, photos sur Facebook, plein de textes et ou photos sur Facebook, par exemple, pour lesquels aucune citation des sources n'est faite. Je ne sais pas si Philippe, t'as croisé ça dans tes recherches, mais ce que je peux dire, c'est que effectivement, c'est la jungle. Et monsieur, je ne sais pas si la personne voulait arriver. Voyons, je commence à bégayer à 38 ans, c'est évidemment fou. Voulait arriver avec un cas concret, mais le fait, Luc Kenville, oui, bonjour Luc, le fait que une archive soit diffusée en ligne, ou bien par vous, ou bien involontairement et glissée, ça ne dispense personne de la citer, y compris quand elle est considérée dans le domaine public. C'est-à-dire que on a dépassé un certain seuil après la mort de l'auteur ou de l'auteur présumé. Même une œuvre dans le domaine public doit être citée. A fortiori, une œuvre qui est sous licence d'usage libre doit être citée avec les mentions de la licence. Et a fortiori, une œuvre qui est encore d'un droit d'usage fermé doit avoir une autorisation de votre côté. Je ne sais pas si vous avez un cas particulier, mais quand on parle de Facebook, la, la, la réponse probablement est dans la dégradation. Donc, allons du contact amical avec la personne. Bonjour, vous avez cité ça, vous avez envoyé cette photo. Merci de rajouter qu'elle appartient à tel fonds, à telle collection. Euh, Facebook a aussi son propre mécanisme de signalement. Je ne sais pas ce que ça vaut. Malheureusement, on peut s'attendre à pas grand-chose, mais c'est aussi une solution. Et avant d'aller aux attaques plus judiciaires, il y a toujours la mise en demeure. C'est assez facile de faire une mise en demeure à la personne. Je ne sais pas si c'est des cas concrets que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre d'entre vous aujourd'hui présent veut exposer, mais j'ai en mémoire un texte qui avait été écrit par Mémoire des femmes, qui a été copié-collé par un musée montréalais assez important. Ok. Fait que ça s'est arrêté au contact amical qui a permis de remettre les choses en ordre. Mais n'hésitez pas à le signaler. Ne vous privez pas vous-même d'avoir la meilleure pratique quand vous citez vos propres fonds, vos propres textes, vos propres images, parce que dans l'idéal, elles suivent les choses. Mais même le fait de publier quelque chose sur Facebook ne vous dispense pas de vérifier les différents droits et
si vous publiez quelque chose qui vous appartient, ça ne vous prive pas de vos droits. Vous ne perdez pas les droits aux images que vous publiez, même si vous les publiez sur un réseau public, un Mhm. réseau mondial et avec ses propres règles. Merci. Je pense que ça répond bien à une préoccupation. Nathalie? Ben, justement, je voulais juste faire un petit commentaire d'une expérience que j'ai vécue par rapport à ça. C'est que j'ai déjà travaillé pour une firme puis j'étais recherchiste justement puis là, on faisait un projet sur la bière, là. Mhm, Il y a un brasseur qui a fait un livre sur toutes les bouteilles qui existent, les compagnies, puis il y a des images et tout. Puis moi, j'y avais parlé, puis il y avait tout le matériel que je pouvais, puis j'ai pas pu l'utiliser mhm. parce que le projet était pour un grand musée. Puis comme il n'y a aucune source dans le livre, puis c'était un Oui. projet qui a été fait de bon cœur, c'était même Mhm, hyper documenté, même si cette personne-là, elle serait comme un genre de source crédible, en fait, mais comme au long de sa recherche, il a glané par-ci par-là, puis il n'a pas mis de source. mhm. Et c'est comme si dans le milieu universitaire ou officiel de l'histoire, ça passe pas. Fait que ça, comme un genre de petite mise en garde, parce que nous aussi, des fois, même moi, là, j'ai écrit des petits articles de rien du tout, là, mais je veux dire, on pourrait penser comme, je vais glaner, puis le fait de ne pas avoir cette rigueur-là, des fois, Mhm. nous empêche d'être cités par, là, dans le cas, je pense que c'était Pointe-à-Calière. Fait qu'eux, c'était comme, non, on peut pas avoir rien. Non, c'était pas Pointe-à-Calière, c'était un musée, mais quand même, c'était impossible d'utiliser ça. Puis en même temps, la recherche était vraiment exhaustive. Puis il a juste pas mis ses Oui. sources, ni une bibliographie vraiment grande. Fait que c'était comme vraiment du bouche à oreille entre brasseurs, puis ils connaissent toutes les bouteilles, puis quelle année, puis pourquoi, Mhm. puis quels sont les détails, mais je pouvais rien utiliser de ça, puis j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est comme si, ben, moi, j'avais suggéré de réécrire en retrouvant les sources pour qu'après ça, Mhm. son livre puisse être une Ouais. source pour plein d'historiens. Mais en tout cas, c'est une petite observation parce qu'en dehors de Facebook et tout, il y a aussi ce genre de petites publications que les gens autoproduisent, mais qui finalement ne peut pas être utilisées. Puis souvent, les gens sont déçus, les auteurs sont déçus quand on leur dit ça parce que pour eux, c'était sérieux, mais il y aurait eu la petite coche de plus que justement ta formation aujourd'hui donne quand même, juste ce petit plus-là de ne pas oublier de le faire pendant qu'on fait la recherche parce que tu sais, on trouve une chose, on amène une autre chose, puis là, c'est comme on s'emballe, puis là, ouf, la bibliographie prend le bord, là. Mhm. Mais donc, c'est des cas aussi où, tu sais, puis je pense que c'est bon pour tous les historiens amateurs, tu sais, pour qu'ils Mhm. soient un jour peut-être considérés comme une vraie source, ben, c'est de ne pas oublier ça, là. Ouais, et puis l'histoire, c'est toujours des efforts ajoutés aux efforts ajoutés. Fait que si vous tombez sur, dans votre société d'histoire, des publications qui manquaient de rigueur, ça peut se bonifier et se compléter. En parlant de compléter, Sylvie complète et nuance un petit peu ce que je disais sur Facebook. Les systèmes de signalement de Facebook et YouTube pour les signalements d'infraction aux droits d'auteur sont faciles, rapides et efficaces. Fait que c'est une machine qui bouffe beaucoup de nos contenus. C'est très apprécié qu'elle puisse en reconnaître un petit peu la part de création et de propriété de ces fonds-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il est 20h08. Je ne sais pas si... merci Philippe, merci Jean. On se revoit en janvier, fait que n'hésitez pas pour l'intelligence artificielle. Si vous avez des questions, c'est comme un tellement gros domaine que je pourrais parler de tout et de rien pendant 1 heure et j'aurais même pas fait le tour. Et 3 mois plus tard, ce sera déjà déjà caduque. Mais je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut éviter d'en faire, y compris dans ces enjeux de création un petit peu tout azimut, j'ai oublié. Merci Philippe, un mot de la fin? Merci. Merci, Jean. Merci tout le monde. À bientôt, on se revoit demain si vous êtes en Mauricie pour la rencontre régionale de Mauricie, à la Cité de l'Énergie. On se revoit en octobre pour la prochaine formation en ligne sur le patrimoine bâti avec, j'ai oublié son nom, je suis navré, donc avec un expert du patrimoine bâti qui nous a été recommandé par l'APMAC. Le nom m'échappe parce qu'il est 20h. On se revoit en novembre pour le colloque Mémoire des femmes, la rencontre régionale de Capitale Nationale, donc colloque Mémoire des femmes qui est à Montréal le 7-8 novembre, à Québec le 15 novembre
la formation sur les médias sociaux qui est en novembre, donc toujours gratuite pour les membres, toutes nos formations bien sûr. En janvier pour l'intelligence artificielle et en février pour la généalogie, généalogie. Voilà. Mon Dieu, on vous gâte, on vous gâte. Regardez mes cernes, on vous gâte beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Philippe, bonne journée, bonne soirée.